Aujourd'hui, je reçois une invitée dont le parcours n'a rien de linéaire. On parle souvent de parcours, de profils atypiques. Là, pour le coup, ça va être difficile de trouver un autre adjectif, mais on va en parler justement. Cécile Hazard est avec nous. Elle a passé 17 ans dans un monastère et 17 ans à apprendre à s'écouter, à accompagner les autres, à démêler ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. Et puis un jour, elle a tourné la page et elle est devenue coach de vie. Elle accompagne les personnes depuis 23 ans, donc y compris quand elle était au monastère, et à travers des grands virages que la vie peut proposer. Ça peut être un burn-out, un divorce, un deuil, toutes ces transitions qui nous demandent de redevenir le capitaine de notre propre navire, de notre propre vie. Elle s'est formée à Montréal au coaching et elle met en valeur plutôt les forces, ce que j'apprécie beaucoup parce que c'est vrai qu'en France, on a tendance à beaucoup parler des points faibles, mais peu des forces. Donc, c'est déjà un bon point pour toi dans ton coaching. J'adore ça. Et elle a une pratique assez unique aussi, c'est qu'elle pratique le coaching en marchant, inspirée de son amour des chemins de Compostelle. Et dans son podcast que je vous invite à écouter et dont on mettra le lien en commentaire, elle termine toujours par Buen Camino, qui veut dire chemin. Et donc récemment, elle a un peu plus élargi son terrain de jeu encore, puisqu'elle se tourne vers l'entreprise, où elle accompagne à la fois le stress, le leadership, la cohésion d'équipe, mais aussi l'intégration de l'intelligence artificielle. Et si je l'ai invitée aujourd'hui, c'est parce que son histoire de reconversion, elle est assez unique, tu l'auras compris. Tout quitter pour se réinventer seule avec ses propres ressources, je pense que ça résonne avec beaucoup des personnes qui nous écoutent aujourd'hui. En tout cas, moi, ça a fait écho et Mmh. j'avais envie de parler de ça avec toi. Cécile. Bienvenue sur Empowercast. Je suis Cécile Simonin, ton hôte. J'accompagne les entrepreneurs à se bâtir un business qui leur ressemble, les ressources et les respecte. Bienvenue dans Empowercast. Merci Cécile, très heureuse de pouvoir, partager ce moment avec toi. Est-ce que j'ai oublié des choses dans ton parcours? Alors non, c'est déjà très exhaustif et une très belle présentation. Je te remercie pour cette introduction. Bon, de toute façon, on aura l'occasion de compléter, bien sûr, au fil de la discussion. Alors, le premier point, je pense que c'est celui qui interpelle tout le monde. Tu as passé 17 ans dans un monastère avant de devenir coach et entrepreneur. Qu'est-ce qui t'a poussé à sauter le pas et à te lancer seul? Après le monastère, tu veux dire, c'est ça? Oui. La sortie, hein, Ouais. plutôt. Le déclencheur, c'est un changement de leadership justement, c'est-à-dire que j'avais avant, une prieure qui était, heu, qui est qui faisait le rôle d'autorité, le sens, latin d'autorité, c'est outgérer, faire croître en fait, hein. C'est-à-dire que le bon leader, c'est celui qui permet à la personne, qui est dans son équipe de donner le plein potentiel de ce qu'il peut avoir, en lui-même. Et moi la prieure qui a été essentiellement ma prieure, a fait ça avec moi en fait. C'est elle qui m'a envoyé en formation à Montréal. C'est elle qui m'a fait confiance, me donnant par exemple le poste de RH, au monastère alors que j'étais largement la plus jeune, qui me donnait de gérer les conflits. Donc elle a vraiment eu ce rôle de leadership, important avec moi et par rapport à des blessures aussi d'enfance, de guérison. Donc ça a été très important et je suis passée de cette personne-là à, quelqu'un qui était une gestionnaire, voilà, qui voyait les chiffres, à la place des yeux et qui était, gênée que je puisse, moi-même avoir du leadership et n'a pas forcément avoir le même point de vue qu'elle, donc il en prenait ombrage et donc il me voyait comme l'ennemi public numéro un qui osait dire, non à ce qu'elle disait, quoi. On a collaboré 8 ans au niveau du pôle économique, donc je la connaissais bien et quand elle est passée prieure, bon, bah, j'ai tenu 9 mois avec, quelqu'un qui, c'était la guerre ouverte contre moi, voilà, disant quelque chose en conseil, faisant l'inverse après en communauté, enfin des choses comme ça qui pour moi, le manque de cohérence, ça fait partie des choses que je peux pas supporter. Donc je dirais c'est le déclencheur. Enfin voilà, c'est pas l'unique raison parce qu'il y avait tout un chemin justement que j'ai vécu à Montréal de guérison, de liberté, et même pendant mes 17 ans de vie monastique et qu'en fait, quelque part, j'arrivais à un tournant et que, ça a été le déclencheur mais pas la cause, fondamentale. Enfin voilà, c'est comme a dit mon parrain, peut-être que c'est la providence, qui est, si elle a été élue parce que peut-être que tu serais pas parti alors qu'en fait c'est ça qu'il fallait que tu fasses, quoi. Donc, je le prends pas, voilà, je le prends pas comme, bah, je la remercie quelque part, quoi. Parce que sinon je serais peut-être toujours là et je pense que je serais pas à ma place. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui m'interpellent déjà. C'est d'une part, ce que tu décris, c'est ce que moi j'ai vécu en entreprise aussi et j'ai eu le
la même réflexion que toi après quelques années de dire: «Bah, merci finalement de m'avoir fait vivre une situation qui était très inconfortable et qui m'a poussé à partir, Mmh, parce que c'est grâce à ça que je suis mon vrai chemin». Je pense que c'est mon vrai chemin aujourd'hui, mmh. donc c'est un peu la même chose. Tu parles de l'incohérence que tu supportes pas, c'est un autre point qu'on a en commun parce que moi j'ai comme un radar à incohérence et une fois que j'ai mis le nez dessus, j'arrive pas à lâcher. Mais ça peut être des choses qui mènent au burn-out aussi, hein, parce que, il y a pas de lâcher prise Oui. et que c'est compliqué de passer à autre chose. Mmh. Mais sinon, ce que tu décris, ça m'a l'air d'être le fonctionnement d'une entreprise et ça peut être surprenant. Parce que je suppose que dans les personnes qui nous écoutent, il y en a pas beaucoup qui connaissent l'intérieur de la vie monastique et ce que tu me décris, c'est exactement ce qui pourrait se passer dans une entreprise. Bah, disons que c'est l'entreprise et la famille au même endroit parce qu'on n'a pas de lieu de sortie. C'est-à-dire que le soir, si on a eu une journée, difficile, on va pas aller au cinéma, on va pas on n'a pas, voilà, son chéri ou ses enfants à retrouver. On est toujours dans le même milieu donc c'est-à-dire que si ça se passe bien, bah, c'est bien et moi j'ai beaucoup reçu pendant ces années, mais si ça se passe mal, bah, tu y es tout le temps, quoi, donc tu peux pas il y a un côté bulle où, c'est comme une entreprise, mais 24 heures sur 24, quoi. Il y a il y a ce côté-là aussi qui rend les choses encore plus, peut-être encore plus denses et plus fortes parce que tu as pas d'échappatoire, même si j'ai aussi travaillé, dans le milieu associatif où, il peut y avoir les mêmes données et qu'en fait, quand ça va pas, ça te suit partout, bien sûr. Mais il y a le côté bulle qui est en plus, qui fait que les choses sont peut-être vécues encore plus fortement parce que tu as pas d'échappatoire, quoi. Ou tu parais ne pas avoir d'échappatoire. Oui, puisque la preuve, tu t'es échappé, toi. Mmh. Voilà, puis il y a plusieurs moyens. Enfin, moi, j'avais parlé avec une sœur dont j'étais proche et au moment où je me posais déjà des questions pour partir, parce qu'en juillet, il y a 8 ans, j'ai failli déjà me tirer une première fois et je suis partie en septembre, hein, donc j'ai vraiment failli partir en claquant la porte et assez violemment, quoi, parce que ces incohérences, je trouvais ça très violent, en fait. Notamment par rapport aux sœurs anciennes qui enfin, tu vois, il fallait placer une sœur qui avait Alzheimer. Je dis pas qu'il fallait pas la placer, mais la manière dont ça a été fait, j'étais scandalisée. Enfin, il y avait pas mal de choses comme ça où ça me choquait. Et en fait, une sœur, que j'ai été voir m'a dit je lui ai demandé: «Mais comment tu fais pour tenir, quoi?» Parce que, bon, elle en a été jusqu'à la tentative de suicide, donc tu vois le niveau de harcèlement pour en arriver là. C'était quelqu'un qui était brillant, qui était lumineux, qui était créatif et qu'en fait maintenant, jusqu'à aujourd'hui est éteinte par rapport à la personnalité qu'elle avait. Et en fait, elle en est sortie par le côté spirituel, c'est-à-dire qu'elle a dit c'était le refuge, c'était la prière, le lien avec le Seigneur. Bon, bravo, hein, mais en même temps, enfin, je pense que la dépression, elle est quand même là, le fait de vivre du harcèlement, il est quand même là et c'est pas évident, quoi. Donc de fait, voilà, moi, je me suis dit, en fait, en la voyant: «Je veux pas finir comme ça dans 20 ans, être éteinte, l'ombre de moi-même, ça colle pas». Enfin, c'est pas pour ça que le Seigneur m'a appelée donc voilà, je préfère donner la vie, ailleurs et l'avoir pleinement ailleurs, même si, forcément, enfin, voilà, je dis toujours que c'est mes sœurs, je reste en lien avec elles et ce lien-là, il va jamais s'en aller. Voilà, j'ai choisi un autre chemin. Et alors, qu'est-ce que cette vie monastique, elle t'a appris sur toi-même que tu utilises aujourd'hui dans ta vie d'entrepreneur solo? Alors, je dirais pas que sur moi-même, en vrai, c'est parce que c'est vraiment lié aux autres aussi. C'est-à-dire, en fait, enfin, moi, j'y allais avec un désir spirituel et un désir de creuser la foi au niveau de l'intelligence aussi, parce que je savais que dans un monastère bénédictin, on pouvait faire ça, donc c'est pour ça que j'ai choisi cet ordre-là. Et donc ça a été comblé, mais la surprise, c'était le côté humain et le côté relationnel, parce que de fait, tu vis en communauté. Donc tu vis avec des personnes que tu as pas choisies et quelque part, bah, tu apprends à mieux te connaître toi, aussi en miroir, quoi. C'est-à-dire que, en regardant les autres, en vivant avec les autres, en interagissant avec des personnes que tu as pas choisies, qui sont de générations différentes, avec par exemple, moi, j'ai un sentiment que je connais pas, c'est la jalousie. Je suis pas du tout jalouse de nature. Bon, j'ai découvert ce sentiment-là parce que je comprenais pas certaines réactions à mon égard et c'est une sœur ancienne je lui ai dit: «Bah, voilà ce qui s'est passé». Je lui ai écrit le truc, puis elle me dit: «Bah, elle est jalouse de toi». Et «Ah bon?» Et donc elle m'a expliqué, comment ça fonctionnait, tout ça, la jalousie. Je connaissais pas parce que je suis pas jalouse de nature. Donc il y a des choses, moi par contre, enfin, tu vois, je suis plutôt colérique, donc la colère, je connais, je l'ai bien exploré, je connais bien le truc. Mais il y a des sentiments, heureusement, on les a pas tous, des sentiments qu'on n'a pas et donc bah, j'ai découvert comment ça fonctionnait et maintenant je suis capable de le décrypter, tu vois, dans les relations. Pourquoi la personne a réagi comme ça? Bah, en fait, elle est jalouse de toi
et donc je le vois, par exemple, en accompagnement, tu vois? Je peux le voir. La colère, bien sûr, je le vois parce que je l'ai beaucoup travaillé pour moi-même, mais par exemple, la colère, j'ai pu voir que c'était souvent lié à des abus, en fait, vécus dans l'enfance et qu'en fait, si tu es en colère, bah, il y a des chances qu'en dessous, il y a des abus qui soient passés et bon, bah, maintenant je vais aller le creuser spontanément parce que voilà, je vois comment ça se passe, quoi. Donc c'est vraiment dans l'interaction avec les autres, et quelque chose qu'on n'a pas et je pense que c'est un cadeau, pour notre société, c'est que, aujourd'hui on est beaucoup, j'allais dire depuis Facebook, donc c'est pas d'il y a 2 jours, hein, par communauté. C'est-à-dire qu'on va se mettre par groupe où on pense pareil, où on est les mêmes quelque part et alors quand on nous voit tous habillés pareil, on est en noir et blanc, en monastère, on peut se dire: «Elles sont toutes pareilles», mais c'est pas vrai. Enfin voilà, Mère Prieur avait l'habitude de dire après un chapitre, bah, elle posait une question sur un sujet et elle dit: «Moi, je vais avoir l'arc-en-ciel». C'est-à-dire après, il va falloir que je me débrouille avec ça. J'ai l'arc-en-ciel, il faut que je me débrouille avec ça et j'aimais beaucoup cette image et qui est très juste et que parce que moi, en communauté, j'avais une sœur, elle était systématiquement enfin, qu'on donne la vie dans un sens ou dans l'autre parce que c'était à tour de rôle, on tournait dans un sens ou dans l'autre. Il y en a une qui allait dire blanc et parce que ceci et parce que cela et l'autre qui allait dire noir parce que ceci, parce que cela et en fait, on grandit de cette, confrontation, si tu veux, à la différence, aussi à la patience. Alors ça, c'est, pour moi, j'ai beaucoup été éprouvée dans la patience parce qu'il y a des choses qui mettaient beaucoup de temps, tu vois? Mettre un terminal de carte bleue, au magasin, c'est 4 ans. C'est alors que ça prend 15 jours, hein. Mais si tu veux, c'est voilà, il y a des choses comme ça où il faut être, et parce qu'on intègre, on prend le temps d'écouter les autres, de travailler. Alors je dis pas que forcément c'est obligé de prendre 4 ans, mais ça oblige à réfléchir, à prendre le temps de prendre de la distance par rapport aux choses et pas de foncer comme on est dans le côté, immédiat de notre société et le côté, bah, en fait, je pense ça donc j'y vais, sans forcément écouter les autres, quoi et ça informe même des relations où, spontanément, bah, non, j'ai pas envie d'avoir une relation avec ce mec-là parce qu'il pense pas du tout comme moi et après je me dis: «Bah, c'est quand même intéressant que je garde dans mon» même si ça me gratte ses idées, bah, comment est-ce qu'on fait pour pas rester qu'entre nous, qui pensons pareil, quoi? Et ça, c'est hyper important, à la fois en entreprise et moi je l'ai vécu en tant que manager parce qu'en fait, la tentation peut être de s'entourer de gens qui pensent comme toi parce que tu as l'impression que tu vas aller vite Mmh. et dans mon dernier poste où j'étais au comité exécutif, donc comité de direction, on avait un comité de direction avec des personnes qui avaient le même profil. Des gens qui foncent, des leaders et sauf que le fait de penser tous la même chose, à un moment je l'ai dit: «Là, on est en train d'aller très vite dans la même direction, mais on va dans le mur». Et c'est là où tu gagnes vraiment à t'entourer de personnes qui effectivement, comme tu dis, vont venir jouer le rôle du poil à gratter, mais qui amènent un angle différent, qui te montrent, les signaux faibles que toi tu as pas captés, qui te montrent des choses auxquelles tu as pas pensé Mmh. et même quand on est entrepreneur solo, c'est intéressant aussi d'avoir cette analyse-là. Moi, comme toi, j'ai beaucoup travaillé sur moi, donc je connais mes points faibles. Je sais que j'arrive très facilement à avoir une vue globale et que je vais être plus en difficulté s'il faut aller chercher, gratter chaque détail parce que ça me demande de l'énergie et que j'aime pas ça. Mmh. Donc quand je peux m'entourer de personnes qui ont cette qualité et qui aiment Mmh. aller dans le détail, mais pour moi, c'est génial. Et oui, bien sûr, elles vont me dire, ces personnes, des choses qui m'embêtent Mmh. parce que ça va m'obliger à revoir ma copie, mais c'est tellement précieux, tellement précieux. Ouais. Ouais, ouais. Non, ça, je suis bien d'accord. Alors, dans ta reconversion, ça a été quoi le moment le plus difficile? Parce que je te dis ça parce qu'en fait, dans ceux qui nous écoutent, je sais qu'il y a plein de gens qui, soit ont quitté leur job salarié, soit envisagent éventuellement de le faire, mais sont face à cette peur de: «Bah, en fait, c'est trop compliqué parce que j'ai quelque chose qui est installé» et souvent on peut avoir l'impression qu'on n'a pas le choix. Moi, je l'ai entendu tellement de fois et c'est quelque chose que je challenge régulièrement, je pense que toi aussi. Mmh mh. «Ah mais j'ai pas le choix». On a toujours le choix, Mmh. mais explique-nous comment tu as fait justement pour Alors, l'utiliser ce libre arbitre? bah, j'ai déjà, demandé conseil avant. C'est-à-dire qu'avant de partir, j'ai demandé à parler à Véronique Margon qui a été ma prof de théologie morale. C'est quelqu'un qui était présidente de la COREF, donc des religieux et religieuses de France et qui est, dans un discernement fin, si tu veux, qui est pas quelqu'un, qui va te juger parce que malheureusement quand tu décides de prendre une distance, il y a la même chose avec les personnes qui divorcent. On va te faire beaucoup de morale et notamment dans l'église sur, c'est pas bien, de quitter, tu t'es engagé, tu restes, quoi. Spontanément, la réponse, c'est ça va être ça.
Et donc là, je voulais parler avec quelqu'un qui penserait autrement, qui m'a donné des conseils sur, trouve un travail, pars pas comme ça quoi, trouve un travail, trouve un lieu qui t'accueille, trouve un logement, enfin, commence par être entouré, te va pas pars pas comme ça sur un coup de tête sans avoir un lieu pour atterrir, quoi. Donc ça, c'était bien. J'ai aussi demandé à mes proches, en fait, qu'est-ce qu'ils pensaient, comment ils voyaient les choses et mon parrain, justement, qui est très croyant de Fontainebleau, donc c'est quand même un milieu assez catho, assez classique, et en fait, il est venu au moment de ma sortie, avec sa femme, il a fait que 4 heures de route aller, 4 heures de route retour parce que c'était mes 40 ans, en me disant: «Je te donne un chèque de 100 balles, je suis désolé, j'ai encore des filles en études, je peux pas», enfin, il a 6 enfants donc je peux pas te donner plus, mais ça te permet d'acheter un habit pour un entretien d'embauche, ce que j'ai fait, ce qui m'a permis d'avoir mon entretien d'embauche et puis on sait pas avec Rosine comment on peut t'aider, mais franchement, on est là pour toi. Donc si tu as besoin de parler, de venir, n'hésite pas, on est là pour toi et quel que soit ton choix, on le respectera. Donc tu des soutiens comme ça, voilà, d'abord d'avoir du soutien, émotionnel parce que quand on fait des transitions de vie, c'est important de pas être seul, quoi. Enfin, je pense qu'il y a un côté, d'être soutenu et une fois que j'ai fait ça, bah, j'ai appelé ma meilleure amie en disant: «Bah, est-ce que» je savais qu'elle avait besoin, elle avait un camping, donc je savais qu'au moins temporairement, elle pouvait me prendre comme, tu vois, saisonnière au camping en me disant comme ça: «J'ai un lieu, je suis avec ma meilleure amie et puis, je bosse. Même si c'est pas des milliers et des cents, ça me permet d'atterrir, quoi» et moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est le step by step. C'est vrai qu'on regarde la montagne et puis, du coup, on fait rien. Enfin, dire moi, je suis comme ça, si voilà, si je regarde la montagne, je suis là, j'étais à Chamonix, il y a la semaine dernière, quand tu es au pied là de des pics là, tu es là, ouais. Voilà et en fait, tu peux du coup ne plus rien faire et te dire: «Bah non, c'est pas possible, voilà, en effet, j'ai pas le choix, faut que je reste, c'est sécuritaire». J'ai beaucoup accompagné des femmes, au sortir de Covid, qui vivaient de la violence conjugale et il y avait ces problématiques-là. Aussi pour les enfants, il faut que je gère mon travail, voilà et tout ce système-là. Donc être entouré et 2 y aller un pas après l'autre, quoi. C'est-à-dire que, bien sûr que j'ai pas eu de vision directement si je rentrais ou pas, si j'allais dans un autre monastère, quel boulot je voulais faire. Enfin, je me souviens que j'ai vu une psy, en sortant et elle me disait: «Faut que vous rencontriez quelqu'un». J'étais là: «Mais, alors en fait non». Tu vois? Heureusement, j'ai suffisamment de connaissances de moi pour dire: «Alors c'est pas du tout la priorité, c'est savoir est-ce que je re-rentre dans un autre monastère ou pas? Ou dans le mien? Est-ce que, je qu'est-ce que je trou si je cherche un travail, quel travail je cherche?» Tu vois? C'était des questions déjà comme ça, avant de savoir où je vais être et ensuite éventuellement je rencontre quelqu'un. Mais voilà, c'était pas du tout la priorité. Donc il y a des fois des gens qui vous plaquent des trucs en disant: «Si, si, c'est ça qu'il faut que tu fasses en premier. Bah non, en fait, clairement pas et donc je pense que voilà, le but c'est pas de regarder toute la montagne parce que sinon tu vas plus rien faire, mais c'est de voir c'est quoi le prochain pas qui est censé, comment je me sécurise en étant entourée. Enfin, je pense que c'est un peu les deux pôles qui m'ont aidée parce que la sortie elle a pour moi été assez violente, hein, parce que j'étais convoquée au tribunal 2 jours avant que je parte, pour, une affaire d'agression sexuelle enfant. Donc ça veut dire que le 6 septembre je suis partie, j'ai été convoquée le 4 septembre pour le 6 octobre, le jugement de celui qui m'a agressée et le 6 novembre, papa est mort d'une crise cardiaque. Donc quand on parle de sortie, OK, ouais, c'était pas les meilleures conditions, quoi. voilà quoi et puis bon, comme je travaillais beaucoup, j'étais aussi fatiguée quand je suis sortie. Enfin, si tu veux, voilà, Mmh. et donc si tu veux, c'était pas, et puis voilà, j'ai débarqué chez ma meilleure amie. En fait, j'ai découvert tout de suite que ma meilleure amie, elle vivait de la violence conjugale. Son mari m'appelait la bonne sœur, il se foutait de ma gueule tout le temps, «De toute façon, tu es con, tu es une bonne sœur», enfin, tu vois? Donc c'était voilà, les meilleures conditions, voilà, pour sortir. Donc là, je me suis dit assez vite, tu vois, par exemple: «Bon, en fait, je vais pas rester là, 107 ans parce que c'est pas un contexte où je suis soutenue. Je suis désolée pour ma meilleure amie qui a vécu ça, mais elle a pas l'air d'être prête à partir, mais moi, en tout cas, il faut que je me tire de là, et que je sois soutenue». Donc mon parrain m'a dit: «Mais on peut t'accueillir avec Rosine». Je suis allée en région parisienne chez mon parrain où là, voilà, c'est des gens qui m'aiment et qui sont soutenants. Et je pense que c'est un peu ça les deux points. C'est ne pas vouloir manger, tous les éléphants d'un coup, hein, être entouré par des personnes qui nous aiment vraiment et ça, on le sait, hein, parce qu'en fait, on fait le tri dans ces trucs-là, dans ces moments de vie. Tu as des gens qui vont, te faire la morale et tout, bah, c'est pas la peine de discuter avec eux, en fait. Arrêtez, c'est stop, voilà. Des gens qui t'expliquent, la vie, qu'il faudrait faire ceci ou cela, bah, tu dégages et des gens qui vont accueillir ton questionnement, accueillir le fait que tu aies besoin de temps pour faire ton discernement et qui vont t'écouter. Bon, bah, ça, c'est des bonnes personnes et qui souvent, bah, ont plus d'expérience de vie. Parce que quand tu poses des jugements comme ça à l'emporte-pièce, c'est que, soit tu as pas osé faire les choix toi-même,
et du coup, tu es jaloux de que toi, tu oses faire le faire. Soit ils sont voilà, ils manquent de maturité, ils ont eu tout cuit dans le bec et donc ils se rendent pas compte que, bah, c'est pas si simple la vie, en fait, voilà. J'aime bien le parallèle que tu fais entre le fait de quitter une situation professionnelle et le fait de divorcer parce qu'en fait, c'est deux cas où, on peut avoir peur du regard de l'autre, peur du jugement. Moi, je l'ai vécu sur une séparation, donc ça date maintenant, mais où c'est moi qui ai, projeté ça sur les autres, le fait que, potentiellement, ils voudraient plus me parler parce que j'étais celle qui partait, Mmh, j'étais la traître, mmh, tu vois? Et en fait, j'ai eu des discussions super sympas avec un ami qui m'a dit: «Mais, tu sais, on n'est jamais dans le couple, on ne sait pas ce qui se passe, donc on peut pas juger, en fait. mmh. Toi, tu as décidé que c'était le moment pour toi de partir, Ça, c'est c'est OK. OK. Personne a à dire un mot là-dessus, c'est ta vie» C'est clair. Mmh. Mmh. et c'est pareil pour le job. Oui et je pense que c'est vrai dans beaucoup de domaines de notre vie. C'est-à-dire s'il y a pas un respect de ton choix, souvent, et du jugement, bon, bah, souvent ça fait le tri, en fait, entre les vrais amis et enfin, et là, tu vois, les amis qui m'ont soutenu à ce moment-là charnière, comme mon parrain aussi. Bah, mon parrain, tu vois, papa est mort 2 mois après la sortie. Quand j'étais sortie, il était pas bien, il était en dépression. Bon, bah, mon parrain, il a vraiment fait son rôle de parrain à fond la caisse. Tu sais, avant, il disait: «Ah, bah, je suis un parrain décoratif, tu vois, tes sœurs, enfin, toi, en gros, tu es parfaite, j'ai rien à faire» et puis là, bon, bah, tu vois, pour le coup, tu vois, à 40 ans, il y a pas d'âge, hein, parce qu'à 40 ans, il a vraiment été un soutien, et depuis, il l'est, enfin, tu vois, c'est et pareil pour ma meilleure amie, pareil pour Perrine, qui était de la ferme du Bec et qui m'a aussi énormément soutenue. Bon, bah, c'est des gens où, en fait, le lien qu'on a créé là, je peux dire que ça reste, quoi. Ça s'est approfondi, tu vois? Ils étaient bien sûr existants ces liens-là, mais ils sont approfondis et on fait le tri entre ceux qui vont toujours être là ou ceux, bah, avec qui des fois ça se refait, hein. Enfin, tu vois, il y a une personne, qui m'a fait un peu la morale, «Tu t'es engagé, tu prends ta décision trop vite, tu aurais dû rester au monastère et tout» et bon, bah, quand elle a commencé à parler comme ça, j'ai coupé court et voilà et puis quelques années après, bon, on s'est reparlé, tu vois? Et puis je lui ai expliqué, je lui ai dit: «En fait, tu pas dans le monastère, tu sais pas comment ça se passe, donc c'est bien, ça paraît bien de l'extérieur comme ça, mais c'est comme tu dis par rapport au couple, en fait, te tu sais rien, en fait, t'es pas là, donc c'est facile de poser des jugements». Moi, c'est vraiment le côté ceux qui jugeaient, par ici la sortie, quoi. Je me suis pas amusée à discuter, voilà, je répondais même pas, tu vois? Parce que j'avais besoin de me recentrer sur moi pour savoir c'est quoi dont j'ai besoin moi et ben, j'ai besoin d'être soutenue, pas d'avoir des gens qui m'expliquent la vie alors qu'ils connaissent rien, quoi. C'est clair et puis c'est pas une période de ta vie où tu as suffisamment d'énergie pour la gaspiller en débat inutile, finalement, hein. Ça se comprend tout à fait. Ouais, non, c'est clair, ça fait le tri. En parlant d'énergie, tu accompagnes beaucoup de personnes, qui ont été ou qui sont en burn-out. J'aimerais que tu nous donnes des premiers signes auxquels on doit faire attention quand on est solopreneur, avant qu'il soit trop tard. Moi, je l'ai vécu ça en entreprise et j'ai pu réagir parce que heureusement, j'avais, dans mon entourage des personnes qui avaient fait des burn-out. Donc, ça m'a, renvoyé un miroir qui m'a fait dire: «Attends, j'ai pas envie que ça prenne 2 ans pour s'en sortir» Mmh, et donc j'ai réagi suffisamment tôt pour pas avoir de «séquelles» entre guillemets. mmh. Mais je pense que si tu as pas été confronté à ça dans ton entourage, tu peux passer à côté jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Donc ça m'intéresse d'avoir ton point de vue. Bah, ouais, alors moi enfin mon expérience, hein, que c'est souvent les personnes, il faut qu'elles y arrivent pour comprendre, quoi. Enfin, c'est rare, tu vois, d'arriver parce que souvent c'est l'entourage. Moi, je dirais écoutez votre entourage, vraiment. Parce que les proches, ils disent, en fait: «Tu as l'air fatigué», tu vois? Des trucs comme ça qu'on te dit, de tes proches te disent ou «Bah, dis donc, tu réagis fort en ce moment». Enfin, des choses comme ça où en fait la réactivité, l'émotionnalité, le fait d'être fatigué tout le temps, même quand tu te reposes, le fait que alors au niveau solopreneur, le fait que la boîte, elle prenne toute la place. Comme mon parrain, il est aussi entrepreneur, il m'a dit, «Que ton dimanche soit un dimanche». Parce que sinon, en tant qu'entrepreneur, ça peut être toute la semaine que tu bosses, tous les jours, tout le temps. Et il m'a dit: «C'est important que tu parce qu'une fois, j'avais dû lui répondre pour un truc de boulot un dimanche et il est peu à faire la morale, tu vois? Il m'a dit: «C'est pas enfin, je te dis ça parce que moi, je l'ai vécu. En fait, on bosse comme des fous, mais on a besoin de rupture. C'est comme les vacances. Oui, là, j'ai pris 15 jours de vacances, alors que bon, financièrement, j'aurais pu ne pas les prendre, hein. J'aurais pu bosser. Mais en vrai, là, tu vois, j'ai vu quelqu'un, elle m'a dit: «Ah, ça fait plaisir, tu bronzé, t'es en forme», voilà.
C'est vraiment notre santé en premier parce que c'est le socle, hein. C'est-à-dire que si on n'est pas bien nous-mêmes, c'est pas une perte de temps, d'aller chanter si tu aimes chanter, d'aller faire du sport si tu aimes faire du sport, de faire des choses pour toi parce que, c'est des choses justement que tu vas avoir tendance à enlever et que c'est là que ça va te poser problème. Moi, c'est vrai que souvent, je vois il faut que les gens arrivent au burn-out pour comprendre. Enfin, tu vois, j'ai une cousine, elle m'a dit, moi, je jugeais beaucoup les gens qui faisaient des burn-out et tout. Elle a vécu du harcèlement dans sa boîte. Elle a connu un burn-out et elle a dit, bah, j'ai compris. Mais tu vois, souvent, c'est souvent des performeurs, des gens qui avancent, qui sont efficaces et tout ça, et donc qui ont du mal à comprendre que le burn-out, c'est pas de la paresse, ou c'est pas une espèce de dépression, ou c'est pas. Donc il y a des fois beaucoup de jugements. Donc moi, je dirais un, écoutez votre entourage, et deux, prenez soin de vous. C'est pas une perte de temps en fait. Ça, c'est plus côté prévention. Que c'est pas la peine, en effet. Enfin, voilà, je connais quelqu'un où c'était ah bah oui, 15 jours, ça va aller, tu vois, 15 jours d'arrêt, c'est bon, je vais me remettre de mon burn-out. Alors non, c'est pas 15 jours le burn-out, ça va pas le faire, voilà. Mais bah, c'est quelqu'un que j'ai un peu enfin, tu vois, un peu tordu le bras pour dire arrête-toi, enfin, demande un arrêt en fait. Vaut mieux que tu t'arrêtes maintenant un mois, ou 2 mois, ou 3 mois, et comme ça, tu vas pouvoir bah, y voir plus clair, parce que c'est comme une spirale où en fait on bosse de plus en plus, et du coup on voit encore moins clair, on est encore plus crevé. Donc faut faire un step out, enfin s'arrêter, et puis et c'est pas évident. Enfin, je vois que c'est beaucoup, pour beaucoup, quand tu es dedans, tu le vois pas. Et même si on te met les trucs en face, tu as du mal à voir, quoi. Ouais, et alors tu viens de dire un truc, je pensais qu'il y aurait d'autres solutions parce que moi je dis toujours il a fallu que je me prenne le mur pour comprendre. Mais bon, a priori, bon, il le faut. J'aime bien dire la souffrance n'est pas nécessaire et pour autant c'est ça qui nous fait bouger, hein. Mais bon, voilà. Mm. Euh, Moi, dans mon cas, tu vois, c'est effectivement l'entourage est essentiel, mais des fois l'entourage n'ose pas. Je sais Mm. que mon conjoint m'avait dit après, parce que c'est une amie qui m'a confronté à ça, qui m'a dit écoute, et ça va pas, fais-toi arrêter, c'est pas possible. Et elle m'a dit ça, elle avait les larmes aux yeux, et c'est ça qui m'a fait réagir. Mm. Je dis si je lui fais de la peine à ce point, c'est que ça craint. Ouais, c'est ça. Et quand je suis rentrée à la maison et que j'ai dit à mon conjoint, ben voilà, Sylvana m'a dit ça, il me dit, bah, je suis content qu'elle te l'ait dit, parce que ça fait un moment que je le pense et je savais pas comment Mm. te le dire. Mm. Parce que bien sûr, quand t'es comme ça, t'es un dragon, hein. Donc il m'aurait dit ça, je l'aurais probablement envoyé balader. En disant, ouais, mais c'est bon, de quoi tu te mêles? Et donc je peux comprendre qu'il était soulagé que quelqu'un d'autre me l'ait dit. Mm. Et ça a eu plus de poids finalement parce qu'il y avait un regard qui était un peu plus extérieur, Mm. tu Mm. vois. Mm. Mais de fait, c'est difficile pour le conjoint parce que de fait, il y a cette agressivité souvent. C'est-à-dire que le fait on a plus d'énergie, et donc on se crame au travailler comme des fous, et en plus, il y a souvent pas de sens. On tourne en rond aussi par le manque de sens, et donc il y a un épuisement, et donc de la frustration, et donc de la colère en fait, hein. C'est de la colère qui peut sortir d'être dans cette situation, mais du coup, ça peut être assez agressif. Donc ça demande en effet des personnes qui sont proches et qui sont capables de te dire: «Stop!» Mais des fois, il faut le répéter, quoi. Moi, la personne, elle a mis du temps à entendre. Mais là, ça y est, ouais, elle s'est vraiment arrêtée, en fait, un mois. Elle a supplié son médecin qui voulait arrêter 2 mois, d'arrêter un mois, et après, il lui a remis 2 mois, elle a accepté, elle s'est arrêtée 3 mois, mais du coup, voilà, elle a retrouvé son travail et ça va beaucoup mieux, en fait. Tu vois, elle était sûre qu'elle allait partir, et en fait, le fait de revenir à son essentiel, à elle-même, de se reposer, ce qu'elle faisait pas, de s'occuper aussi de sa fille qui allait pas bien. Enfin, voilà, il y avait tout un contexte où en fait elle était cramée aussi bien par sa situation professionnelle que par la situation personnelle. Et en fait, ces 3 mois l'ont permis de régler certaines choses qu'elle avait à faire, de se réaligner, et il se trouve qu'il y a un changement de direction, et que là, du coup, elle a une direction qui est très bien, alors qu'avant, c'était vraiment, quelqu'un qui recrutait pour, coucher avec les filles, donc c'était intéressant, tu vois? Ah, c'est OK. intéressant ça. Voilà. Mm. Et comme elle était sous-directrice, elle était pas bien avec ça, tu vois? Je peux comprendre. Donc voilà. Et tu mets le doigt sur quelque chose, c'est que souvent c'est une absence de sens parce qu'on parle de burn-out, mais on sait qu'il y a beaucoup de versions différentes qui portent des noms différents d'ailleurs, mais globalement on a tendance à mettre tout ça dans le même sac. Moi j'ai vécu cette perte de sens, tu vois, c'est parce que
J'ai mis du temps à accepter de dire, ben, c'était un début de burn-out ce que j'ai vécu parce que justement je me sentais pas forcément épuisée par le travail. Mmh, Moi, ça m'a jamais fait peur. mmh, Je suis quelqu'un qui est efficace, je sais gérer ça, tu vois? mmh, Non, c'est que ce que je faisais n'avait pas de sens et ça te met d'autant plus mal que tu es tout en haut de la hiérarchie, que tu touches un très gros salaire pour faire mmh, des trucs inutiles mmh, mmh. et non seulement tu es pas utilisé à ta juste valeur, mais en plus tu te dis: «Je passe mes journées à faire des choses qui servent à rien». Et donc ça vient cultiver une espèce de syndrome de l'imposteur parce que tu es payé cher à faire des trucs inutiles. Mmh. Enfin, c'est très malsain en fait Ouais. c'est Et comme situation. et là, enfin, tu vois, tu touches du doigt le fait que c'est parce que je j'ai pas l'impression de travailler beaucoup et à la fois et pas forcément l'impression d'être épuisée. La le enfin, dans les outils que j'ai reçus à Montréal, il y a le budget d'énergie et dans le budget d'énergie, ce qui prend le plus de d'énergie, c'est pas la dépense physique. En 2, alors c'est le moins important la dépense physique, sauf si tu es maçon ou si tu fais, tu vois, le Tour de France. J'ai un cousin qui a fait une étape du Tour de France, il a fait des Ironman et tout et il a dit: «C'est dingue, 170 kilomètres dans les Alpes». Il a dit: «Mais c'est le pire truc que j'ai fait», alors qu'il a traversé, tu vois, la voile à voile, tu vois, l'océan, Atlantique, il a fait plein de trucs, il a fait plein d'Ironman, mais il a dit: «Une étape du Tour de France, c'est le pire que j'ai fait». Donc voilà. Et donc, oui, la dépense physique, ça peut devenir quand tu vas à ces niveaux-là, mais habituellement, c'est pas ce qui est le plus fatigant. Après, c'est la concentration intellectuelle, mais le numéro un, c'est les émotions. Et en fait, quand tu es dans une perte de sens, dans quelque chose où tu es toujours dans une contradiction intérieure, bah, t'es pas bien du tout, en fait. Tu es tout le temps frustré. Donc, en fait, ça bouffe de l'énergie, mais de dingue. Pour le coup, c'est énorme, la dépense que c'est. Et ça, on se rend pas compte parce que justement, on va minimiser, on va objectiver avec notre petite tête, là, on va objectiver en bon français, on va objectiver que bah non, c'est pas grand-chose. Mais en fait, émotionnellement, on est complètement cramé. Complètement cramé. Parce que tu es toujours à faire quelque chose qui est à l'inverse de ce que tu as dans ton cœur. Donc, t'es pas bien, quoi. Ouais, j'aime bien cette analyse et c'est exactement ça. C'est que tu te retrouves à devoir mentir sur des choses. Enfin, moi, j'appelle ça mentir. Tu sais, quand on dit d'interpréter les chiffres de manière à ce que, ils fassent plaisir aux actionnaires, alors que tu sais très bien que ce que tu es en train de dire n'arrivera pas. Bon, moi, j'appelle ça mentir et Mmh, c'est quelque chose que je sais pas faire, donc ça me demandait forcément beaucoup, beaucoup d'énergie. mmh, Et puis, ouais, quand tes valeurs sont pas respectées, tu le vois pas forcément tout de suite. C'est mmh, plus quelque chose qui t'étouffe lentement, en fait. mmh, mmh. Et du coup, ça fait pas sens et du coup, bah, tu continues à faire, mais il y a un moment, ça va plus. Enfin, et moi, j'avais calculé, enfin, tu vois, en fait, une des choses, bon, j'ai été 2 ans à Montréal, c'était une formation en psychoéducation, hein, c'était avant ma formation de coaching. Et en fait, ils nous faisaient faire de l'analyse. Enfin, tu vois, quand tu arrivais dans un milieu, il fallait pouvoir intervenir dans ce milieu, donc se représenter le milieu, tout ça. Donc j'ai fait ça en rentrant au monastère spontanément, tu vois? Moyenne d'âge 75 ans. En fait, elles veulent juste finir leur jour tranquille. Moi, j'ai 40 ans, j'ai 20 ans d'écart avec la plus jeune. Il y a un moment, ça va, tu vois? Et en fait, ce que j'aimais faire, c'était accompagner. Quand je suis rentrée, avant, j'étais RH et chef de cuisine. Quand je suis rentrée, on m'a mis RH et chef de cuisine, tu vois? Ça aurait été futé de me mettre à l'hôtellerie où je pouvais accompagner les gens. J'accompagnais toujours parce qu'on m'envoyait toujours des groupes de jeunes ou des gens qui avaient besoin d'être écoutés, donc j'accompagnais déjà depuis longtemps, mais on n'a pas estimé que c'était, nécessaire. Il fallait que je continue comme j'avais fait avant. Et en fait, ce que j'aimais faire, j'avais le droit de faire 2 sessions, enfin 2 sessions par an, tous les 6 mois, 3 jours de session, mais en faisant tout le reste quand même, hein. Et un samedi par mois pendant l'année, j'avais un petit groupe qui venait aussi pour faire, en fait, du coaching collectif, quoi, tu vois? C'est un peu un atelier de coaching collectif, quoi. Et en fait, j'ai calculé, j'ai dit donc 6 jours plus donc 2 heures, fois 8, OK. Donc en gros, j'ai le droit à 10 jours par an, max où je m'éclate, sur 365. C'est un peu léger. Le rapport, il est pas bon, quoi. Enfin, je veux dire, moi, ce qui me faisait kiffer, c'était d'accompagner les gens, tu vois? Et ça, c'était en plus. C'est-à-dire que je travaillais, en plus, je pouvais faire ça ponctuellement, mais pas, tu vois, pas de manière, et en fait, moi, tu vois, ma manière de saluer, c'est «Salut les vivantes» et c'est plus de vie parce que c'est ça. Enfin, je veux dire, on n'est pas là pour être éteint, quoi. On est là pour être plus vivant et donc quand on est éteint à l'intérieur, c'est quand même le signe qu'il y a un truc qui va pas. Et moi, ma vie aujourd'hui, elle est pas parfaite. Mais je suis, tu vois, c'est moi qui décide de ce que je fais ou pas et si je me plante, bah, je suis responsable de mon plantage, mais
au moins voilà, c'est moi qui ai fait, quoi. Et je pense que c'est plus, enfin, on dit ça, hein, que les gens interrogent les personnes âgées et disent, bah, ce qu'ils regrettent, c'est pas ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont pas fait. Mmh. Donc c'est pas d'avoir divorcé, c'est pas d'avoir ceci ou d'avoir cela, c'est finalement de pas avoir fait ceci ou cela dont ils rêvaient. Et donc c'est plus, on est plus aligné quand on est cohérent avec nos rêves que quand on essaye de remplir un plan que soit les parents ont pour nous, parce que des fois c'est ça, hein, les jeunes, enfin je me souviens d'une jeune que j'avais accompagnée au monastère, ça était d'une famille très nombreuse et en fait elle était la 1re fille, la troisième, mais la 1re fille, et donc elle gérait la famille. Et sa mère, exigeait qu'elle reste, tu vois, pour l'aider et tout ça. Alors je lui ai dit: «Écoute, tu aurais 14 ans, tu rechignerais à mettre le couvert ou à aider, aux tâches familiales, je veux bien, mais tu en as 28 en fait. Tu as un boulot, tu as le droit de partir à l'autre bout du monde en fait, hein. C'est ta vie maintenant, donc tu as pas, je veux dire, c'est un peu crûment, c'est ta mère qui a fait les enfants, quoi». Donc voilà, et si tu veux, il y a des fois des prisons, qui peuvent être, voilà, qui peuvent être familiales, soit avec ses parents, soit des fois dans son couple. Et donc on va rester, soit pour les enfants, ça c'est le truc numéro un que j'entends, et notamment dans les cas de violence conjugale, ben, en fait, non, tu vas pas donner un bon modèle à ta fille en restant avec ton conjoint violent, hein. Vaut mieux te tirer, hein. Tu vas montrer qu'on n'est pas obligé de rester quand il y a des situations pourries, quoi. Donc et la question du sens, elle est essentielle dans tout ça, quoi. C'est-à-dire comment est-ce que je suis alignée? Comment je peux être pleinement moi-même? Et pour moi, c'est ça que avec mon plus de vie, c'est comment permettre aux autres d'être pleinement eux-mêmes, quoi. Et parce que moi, je l'ai vécu, c'est-à-dire que j'ai beaucoup reçu au monastère, mais je pouvais pas être pleinement moi-même, finalement. Je dérangeais, tu vois, par certains côtés, je pouvais déranger. Et en fait, si je vous dérange, bah, bye bye. C'est ça. En fait, c'est soit on arrive à comprendre la valeur que ça a d'avoir des personnes différentes dans une équipe, quelle qu'elle soit, hein, Mmh, soit si ça peut pas être valorisé et ça peut pas être au minimum respecté, mmh, bah, effectivement, je pense qu'il vaut mieux partir. mmh, Moi, j'ai fait les mêmes choix que toi, alors sur des chemins totalement différents, mais mmh, finalement, ça se ressemble pas mal. ouais. Hem, J'aimerais qu'on vienne maintenant à ton approche qui consiste à mettre en lumière les forces, parce que ça me plaît beaucoup. Mmh, Et parce qu'aussi je me rends compte, je l'ai vécu et puis je le vois avec mes clients, que c'est pas évident de reconnaître ses propres talents, d'être au fait de ses propres forces, alors que, en tant qu'entrepreneur solo surtout, c'est vraiment là-dessus que tu peux bâtir ton entreprise. Donc j'aimerais bien avoir ton éclairage là-dessus. bah, c'est vraiment un cadeau que j'ai reçu à Montréal. Donc j'ai commencé à être suivie par l'IFIM, donc Institut Formation Humaine Intégrale de Montréal, à partir, la première session, je pense que c'était 2004, et après jusqu'à aller entre 2015 et 2017, 2 ans là-bas. Et en fait, le focus, c'est vraiment les forces. Et pour nous, c'est très perturbant. C'est tellement pas naturel de mettre les forces, parce que sinon, on va dire, tu vas enfin, avec le background catholique, tu vas t'enorgueillir. C'est pas bien, c'est péché. Et en fait, c'est un institut qui est avec une théologie catholique en dessous, hein. Donc la vision, c'était, bah non, enfin, la vision de la fondatrice Janine Guindon, c'était, je suis pas d'accord avec cette vision de l'humanité où, on est tous névrosés. Enfin, elle a fait de la psychanalyse, donc c'est Freud, et donc Sigmund, c'est, on est tous, voilà, on a on est tous, si je résume beaucoup, hein, c'est de la caricature, on est obsédés sexuels, c'est voilà, il y a que, tu vois, on est tous névrosés, on est tous, enfin, les femmes sont hystériques, enfin voilà. C'est l'époque, hein, c'est aussi l'époque, hein. C'est marqué par ce moment-là. Et elle a dit: «Mais moi, je suis pas d'accord avec ça, dans la Bible, Genèse 3, création de la création et notamment de l'humain. Dieu vit que cela était bon à chaque fin de journée, et quand c'est, l'humanité, Dieu vit que cela était très bon». Donc c'est ça la vision, de Dieu sur l'homme, c'est une vision positive, c'est pas une vision jugeante. Heu et en fait, Alifim, il nous disait: «Mais en fait, c'est très engageant de voir ses forces». Parce que si tu vois que tu as du leadership, par exemple toi, Cécile, Simonin, et ben, ça veut dire que si tu le vois plus clairement, tu vas encore plus le prendre. Donc c'est engageant, tu vois? Si tu vois que tu sais bien faire quelque chose, tu vas le faire. Tu vas t'engager, en fait. Donc au niveau social, enfin moi j'adore cette vision-là, c'est que c'est une con tu vas pouvoir apporter ta contribution. Je me souviens que Marie-Marcel, intervenant avec, parce qu'on était 32 nationalités dans la formation quand j'étais à Montréal, auprès de certaines africaines qui étaient très enfin, tu vois, dans un
un enseignement très pieux et très, tu vois, justement, il faut pas s'enorgueillir, très un peu comme nous au début 20e, mais qui reste très prégnant en Afrique. Et Marie-Marcel leur disait: «Mais comment tu vas pouvoir donner ta contribution si tu la vois pas? Tu dis que tu C'est veux juste. bâtir une société meilleure, mais comment tu vas pouvoir la donner si tu vois pas mieux ta contribution? Donc arrête de dire que c'est de l'orgueil, en fait. C'est Dieu qui t'a donné ces dons en toi pour pouvoir les multiplier. Et donc si ton talent, tu l'enterres, et c'est vrai que quand tu regardes la parabole des talents dans l'Évangile, c'est un des moments où le Seigneur est le plus violent. C'est-à-dire, comment ça, tu l'enterres ton talent? Ça veut dire il va servir à rien. Mets-le au moins à la banque, t'auras des intérêts, tu vois. C'est Jésus qui parle comme ça, hein. Euh, donc c'est assez, si tu veux, et moi j'aime bien que ce soit enraciné, enfin, moi c'est aussi ça qui me nourrit, c'est que c'est enraciné dans une vraie théologie chrétienne qui est pas une fausse théologie jugeante et méprisante, quoi. Donc c'est très riche. Donc je mets ça là-dessus, et ensuite, bah, moi j'aime bien, enfin j'interviens aussi en EHPAD, je suis aussi superviseur, c'est une de mes autres casquettes. J'interviens en EHPAD pour faire de l'analyse des pratiques. Souvent, on va faire de l'analyse des pratiques par rapport à des situations. Donc, chacun amène, tu vois, on est en EHPAD avec des aides-soignantes, et donc chacun amène une situation par rapport à ce qu'elle a vécu. Souvent, et puis on va en choisir une et en relire une. Et souvent, c'est par rapport à ce qui n'a pas marché. C'est vachement plus intéressant. Et moi, là, tu vois, en septembre, j'ai 2 groupes, je vais leur faire. Souvent, je le fais ça. Soit je fais en septembre, soit je fais en décembre. Ça dépend un peu comment je sens le groupe quand il arrive. Et je leur dis, aujourd'hui, j'aimerais que chacune me raconte une expérience dont elle est fière. Au début, c'est ah mais non, mais non, mais non, c'est normal. Enfin, tu vois. Je dis mais prenez le temps. Vous allez voir, c'est super intéressant. Et en fait, on fait ce partage ensemble. Il y a souvent des larmes, il y a souvent. Mais tu vois, mais c'est pas des larmes négatives. C'est les larmes de voir, ah oui, parce que tu vois, monsieur machin, il est gentil. Non, c'est pas monsieur machin qui est gentil, c'est toi qui es rentré en contact avec lui. Comment est-ce que tu es rencontré en contact avec lui pour qu'il soit drôle avec toi, qu'il arrive à raconter des choses de sa famille? C'est toi, en fait. C'est le lien que tu as avec lui qui est ça. Bien sûr, qui a ses dons à lui. Parce que souvent, c'est ça. Quand tu fais raconter une expérience dont la personne est fière, elle va te parler de l'autre. Oui. Elle va te parler de l'autre. Donc moi, alors des fois, je les mets en binôme quand ils sont plus importants, le groupe est plus important, pour faire raconter une expérience. Mais je le fais aussi bien, tu vois, en agence immobilière, j'accompagne une agence immobilière, je leur dis, bah, mettez-vous en binôme et racontez une expérience dont vous êtes fier à quelqu'un d'autre. Et au début, ils vont faire parler de l'autre. Tu vois, ils vont dire, ah, bah, c'est parce que le client était sympa. Donc je leur dis, non. Vous, votre rôle en tant que relecteur, c'est de faire voir à l'autre c'est quoi sa part à lui. Comment ça se fait que ça s'est passé comme ça grâce à sa contribution à lui. Et donc, c'est pas du tout naturel. Voilà. Et moi, la question que j'avais à Montréal par mon accompagnatrice quand on se voyait toutes les semaines, au début, elle m'exaspérait. C'est-à-dire que tu arrives forcément avec un problème, n'est-ce pas? Parce que c'est plus intéressant d'amener des problèmes. Et la question, c'était raconte-moi une fois où tu as réussi. Alors ça, au début, quand tu arrives avec ton problème, ça te gave cette question-là. Non mais ça va là, je te dis que j'y arrive pas. Pourquoi tu viens me dire que ça va, qu'il y a un truc qui va bien? Il me dit: «Non mais prends le temps de réfléchir, descends toi-même, raconte-moi une histoire, raconte-moi une expérience où tu as réussi, même si c'est pas exactement le même contexte, ça m'intéresse de voir comment tu as fait. Et comment tu as fait? Raconte-moi, raconte-moi». Et après, on revient à la situation, originelle. Donc, si tu reviens à ta situation, de ton problème avec lequel tu es arrivé, et si tu regardes ce que tu as fait là, comment est-ce que tu peux utiliser ton expérience là pour ta situation actuelle? Et ça, en fait, c'est pareil, c'est beaucoup plus responsabilisant, tu vois? C'est pas la faute de l'autre. Nous, on adore ça, hein, c'est la faute de l'autre. Et on dit: «Beh, qu'est-ce que je peux faire? Avec mes forces à moi, qu'est-ce que je peux faire?» J'ai un outil que j'ai reçu pour le coup en école de coaching qui est le quiz talent que j'adore, que j'utilise beaucoup, notamment en insertion professionnelle à l'université de Rouen. Et il y a que des talents, donc tu peux pas voir ce qui va pas. C'est c'est Ouais. on dit spontanément: «Tu es organisé», donc par exemple, je pense que toi, tu répondrais: «Beaucoup». Heu, Oui, ça va. «J'aime bien les détails», peut-être que tu dirais: «Un». J'aime pas trop les c'est Pas un trop. peu, voilà, c'est ça. Et en fait, tu fais ça et à la fin, tu restitues à la personne tous ceux où il y a parce que c'est un ou 2 ou 3, c'est un peu moyen, beaucoup. Et quand tu as beaucoup, tu vas rendre à la personne tout ce pourquoi elle a dit beaucoup. Et je dis souvent aux étudiants: «Stabilisez là, ce que vous êtes beaucoup et mettez-le vous au-dessus de votre bureau». Parce qu'il y a des fois, peut-être que être organisé, ça va être bien, mais peut-être qu'une autre fois, c'est être sensible qui va être bien. Selon ce que vous visez,
sur quelles forces qui sont en vous, vous pouvez vous appuyer. Parce que des fois, on vous dit, il faut aller, c'est élargir ses compétences. Je suis d'accord avec ça, hein. Enfin, je veux dire, bien sûr, enfin, moi, je suis toujours pour apprendre. Je suis comme toi, je pense qu'on est toujours des appreneuses continuelles. Mais en fait, on peut aussi s'appuyer sur ce sur quoi on est bon, quoi. Enfin, tu vois, même par exemple pour l'entrepreneuriat, moi, je suis très relationnelle. Bah, je vais être beaucoup mieux, tu vois, aller à des rencontres d'entrepreneurs, à faire le lien avec les personnes parce que ça va tu vois, c'est comme dans le podcast. Enfin, tu vois, j'ai plein d'amis podcasteuses grâce à Marco, à la communauté de Marco parce que, bah, voilà, on s'est rencontrés, il y a eu du lien. Que d'aller, tu vois, faire du cold calling par téléphone ou des emails, ça me saoule et de toute façon, ça donne pas grand-chose. Mais c'est comment je vais aller chercher mon talent pour aller l'utiliser, en faisant du lien, quoi. Tu vois, j'ai animé un atelier il y a 2 ans à mon cercle des entrepreneurs local. Bon, bah, j'ai eu plein de rencontres derrière, d'opportunités professionnelles, en fait. Donc c'est aller se fonder sur nos talents et avoir conscience aussi de nos blind spots. Ça, c'est vrai, hein, tu le disais au début et c'est vrai aussi. Mais du coup, bah, c'est comment je vais aller chercher, d'autres regards que le mien pour me compléter. Heu, mais d'abord s'appuyer sur nos propres talents, c'est évident mais si tu en as pas conscience, comment tu fais? C'est ça. Et moi, en fait, je me sers de mes forces pour contourner l'obstacle. Là où je sais que je suis moins bonne, Mmh. je vais trouver une adaptation, une voie détournée qui me permet de contourner le truc que je sais pas bien faire pour rester dans mes forces. Mmh. Et ça, c'est quand même hyper agréable, en fait, de pouvoir faire ça. Ouais, ouais. Mais par contre, je vais te raconter une histoire parce que c'est un peu le. J'avais poussé ça un peu à l'extrême, mais sans le savoir, tu vois. C'est dans une formation que j'ai faite. Je me suis formée au work de Byron Katie. Je sais pas si tu Mmh. connais, J'aime hein, beaucoup. Ouais, ouais, ouais. qui permet de venir challenger tes croyances. Mmh. Et on travaillait en binôme là-dessus. Et puis, c'était une époque où je sentais que je me mettais la Ouais. pression, mais j'arrivais pas à savoir pourquoi. Et donc, quand je bosse avec ma binôme, en discutant pour préparer le work, parce qu'en fait, il y a un gros travail de préparation qui consiste à identifier la croyance avant de venir la déconstruire. Je dis, ça y est, je crois que j'ai mis le doigt dessus. En fait, ma croyance, c'était, je dois contribuer au monde à hauteur de mon potentiel. Et pouah, tu sais, rien que quand je te le dis, là, Bien. ça me plombe. Parce qu'en fait, j'ai dit, ça y est, je sais pourquoi ça me met la pression, parce qu'en fait, mon potentiel, je ne sais pas le déterminer. C'est pas quelque chose de fini qui a un début et une fin. Et donc, comme je n'en vois pas le bout, c'est comme si je devais contribuer sans arrêt, Mmh. et toujours plus, et toujours plus, et toujours plus. Et cette vision-là, elle m'épuise d'avance, et elle me met une pression monstrueuse. Et on a travaillé là-dessus. Mais voilà, pour dire que des fois, Mmh. être conscient de ses forces, c'est bien si tu peux mettre un nom sur chaque force. Mmh. Et justement, ça m'amène à une autre question, c'est comment est-ce qu'on identifie sa contribution personnelle quand on hésite un peu sur son positionnement, qu'on ne sait pas où aller, tu vois, qu'on sorte quelque chose où on était dans une zone de confort inconfortable, Ouais. mais qu'on veut reconstruire quelque chose. Ben voilà, comment on fait pour pas se retrouver comme moi à dire, ok, je sais faire plein de choses et il faut que je fasse tout. Moi, oui, j'entends très bien, hein, je j'ai un peu le même profil pour certaines choses. Moi, je dirais, de tester parce qu'en fait, enfin, pour moi, c'est en vivant les choses. C'est pas de faire tout en chambre, de tout réfléchir en chambre et de faire après. Pour moi, enfin, en tout cas, moi, c'est mon chemin, c'est de vraiment expérimenter et voir. Bah, par exemple, tu vois, moi, je m'étais formée parce que j'ai vu quand j'étais au monastère que, en fait, beaucoup de femmes sont concernées par, quelque chose dont on parle très peu, qui sont les fausses couches. Ou de perdre un enfant à tout début de tu vois, et en fait, ça touche énormément de femmes. Mais c'est quelque part un sujet tabou et donc moi, en voyant ça, quand je suis sortie, bah, je me suis formée au coaching, mais je me suis dit: «Bah, ce serait intéressant de prendre une brique là-dessus, sur le deuil périnatal et puis, de me former là-dessus» parce que je l'ai déjà accompagnée, mais ce serait pas mal d'être un peu plus formée. Donc j'ai trouvé une Canadienne, une Québécoise qui font une formation en ligne, top, enfin voilà et donc je m'étais dit: «Bah, pourquoi pas me spécialiser là-dessus?» Et en fait, là pour le coup, tu vois, à l'intérieur de moi, c'était, bah, moi, c'est aussi une souffrance de pas être maman, donc accompagner que ça, en fait, ça va pas le faire. Ça me remet de la souffrance à la souffrance et je le sens pas, tu vois? Quand ça arrive, bah, je l'accompagne et là, enfin, tu vois, plus récemment, j'ai accompagné une femme, elle m'a demandé de l'accompagnement, elle avait 78 ans et elle a eu que des fausses couches. Elle a jamais eu un enfant qui a vécu.
Et donc, Ouais. et tu vois, à 78 ans, ça restait une souffrance. Bon, bah, la formation que j'ai reçue, ça m'a aidé à l'accompagner. En fait, c'était une artiste et on est reparti sur elle avait arrêté sa production artistique et en fait, on est revenu sur porter du fruit avec ma production artistique, si tu veux. On est parti là-dessus et ça a été un très bel accompagnement et je me suis servi de ce que j'ai reçu. Mais faire ça tout le temps, en fait, j'ai senti à l'intérieur de moi que, bah, non, en fait, c'est pas OK. Sinon je vais me torturer moi-même, on va éviter ça, tu vois? Donc le coaching en marchant, c'est parce qu'on m'a renvoyé ça, on m'a dit: «Mais pourquoi tu fais pas en marchant?» Et en fait, je me suis aperçue, mais il y a pas si longtemps que ça, mais je le faisais au monastère. Quand j'accompagnais les gens, souvent on restait ça arrivait qu'on reste au parloir, mais souvent on allait marcher, en fait. Donc je le faisais déjà au monastère, mais tu vois? Je me rendais pas compte à quel point c'est naturel, d'avoir ce temps-là et qu'on voit d'autres choses en étant dans la nature qu'en étant enfermé, assis, enfermé, ce qu'on fait tout le temps. Alors que quand on bouge, il y a d'autres choses. Il y a même dans le mouvement, même dans le fait de marcher trop vite ou de s'arrêter parce qu'on a vu quelque chose, on a fait une prise de conscience, le corps parle énormément à travers ça. Donc c'est comment bah, ça, du coup, je me suis dit: «Ça me convient parfaitement», même si j'accompagne aussi beaucoup à distance. Mais ce côté coaching en marchant, supervision en marchant aussi, bah, ça donne quelque chose d'autre, quoi. Donc moi, je vraiment expérimenter, et puis des fois, voilà, par exemple, je suis formée aussi au psychotrauma, je suis pas psychologue, hein, mais je me suis formée aussi au psychotrauma et des fois, les gens ont peur de voir les psys, donc ça peut être un première. Parce qu'au niveau des émotions, souvent tu as des émotions, tu vois? Tu vas parler de la colère, je parlais de la colère, il y a les abus en dessous. Bon, bah, des fois, quand tu as une grande tristesse ou une grande colère, bon, il y a des choses qui sont vécues et c'est souvent ça peut être traumatique et donc comment bah, j'ouvre un peu les yeux sur, comment ça marche, les émotions, peut-être ce serait bien de voir un psy et psy ça veut dire quoi? Parce que psy ça veut rien dire donc psychologue, psychiatre, voilà, moi je conseille pas la psychanalyse, mais bon ça c'est chacun son truc, mais moi je dis ce que je pense de chaque truc et de dire bon bah ça peut être intéressant de faire peut-être, si tu as tel trauma, l'EMDR c'est un des chemins qui est intéressant, voilà et donc je référence. Bon bah, je me suis dit: «Bah tiens pourquoi pas? Moi les abus sexuels j'en ai vécu, j'ai pas de problème à l'accompagner, pourquoi je me spécialiserais pas là-dedans?» Et en fait, bon, bah, beaucoup de personnes qui ont vécu des psychotraumas, d'abus sexuels, bah, ils ont pas tellement confiance en eux. Donc pas confiance en eux, ça veut dire que tu vas pas payer, tu vois? Pour un accompagnement où tu n'estimes pas avoir de valeur. Parce qu'en fait, voilà, quand tu payes pour un accompagnement pour toi, c'est pas le prix de la personne qui t'accompagne, c'est ton prix à toi que tu mets. Et donc si tu as pas d'estime de soi et parce que voilà, tu vois, c'est un tournant et je me suis dit: «Bah, en fait, là, le modèle tout simplement, le business model, ça marche pas». Heu, j'ai essayé, mais ça marche pas parce que et encore une fois, il y a des personnes qui vont avoir vécu du psychotrauma, mais qui ont déjà fait un chemin, qui vont être capables de venir. Parce qu'elles ont fait leur chemin déjà. Et donc c'est pour dire, c'est pas parce qu'on aime et qu'on sait accompagner quelque chose que ça va forcément marcher. Donc il y a une réflexion à avoir et pour moi, ça se voit dans la pratique. Et faire le lien aussi avec les accompagnements qu'on peut avoir. Enfin, moi, je me suis, comme toi, beaucoup formée et donc c'est aussi par les accompagnements que j'ai vu, OK, en fait, c'est pas parce que bah, c'est le fameux, faux ikigai américain où, voilà, il faut le besoin, est-ce que quelqu'un est prêt à payer pour ça? C'est pour ça que je dis que c'est l'américain, parce que c'est ça. C'est vraiment, voilà, est-ce que je suis bon à ça et est-ce que enfin, voilà. Donc il y a les 4, il y a les 4 choses et qu'en effet, il peut y avoir un besoin, mais si personne n'est prêt à payer. Enfin, tu vois, moi, j'aime chanter grégorien, mais ça va être très, très, très fin d'avoir quelqu'un tu as déjà l'école grégorienne de Paris, tu as très peu de gens qui vont être intéressés par apprendre à chanter le grégorien aujourd'hui. Donc, voilà, c'est savoir est-ce que les gens ont les moyens et sont prêts à payer et que tu es bon pour ça. Enfin, il y a tout ça à mettre ensemble. Et ça, je pense que c'est un chemin. Enfin, là, tu vois, si je me suis dit, bah, c'est intéressant d'aller voir l'IA parce que on est passé de 5 de demandes, c'est la première demande, hein, les 5 des demandes concernent finalement ce qu'on appellerait le fort interne, c'est-à-dire, bah, je vis quelque chose et donc je pose des questions sur ça. L'année dernière, c'était 5 cette année, on est à 11. L'année prochaine, je pense qu'on est à 25. C'est beaucoup des accompagnements. Voilà, nous, on a perdu à l'EMCC, on a perdu 10 de nos coachs. On était à 3 300, on est passé à 3 000 en un an, tu vois? D'accord. C'est un révélateur. Et pourquoi? Quand on interroge, bah, il y en a quelques-uns qui partent à la retraite, mais la plupart, c'est, bah, en fait, je vis pas de mon activité, donc je retourne vers le salariat. Donc c'est comment on écoute aussi, ce qui se passe. L'IA, c'est une révolution. Bah, oui, tu peux être très contre l'IA, tout ça, mais en fait, voilà, tu es contre ton temps, quoi. C'est comme les gens qui étaient contre le chemin de fer ou contre le téléphone quand c'est sorti. Tu peux être contre, il y a pas de problème. Mais en fait, il y a un moment,
moi, mon positionnement, c'est aussi de faire réfléchir à c'est quoi ton usage. Moi, par exemple, il y en a qui me disent: «Ah, il faut que tu fasses ta newsletter avec l'IA». Bah non, Ben en non. fait. J'adore faire ma newsletter. Pourquoi je les ferais écrire par l'IA, si tu veux? C'est mon truc d'écrire ma newsletter. Par contre, mes articles, oui, il y en a un certain nombre qui sont faits avec l'IA. Mais par contre, ma newsletter, c'est no way que l'IA le faire. Tu vois, si quelqu'un, tu vois, si quelqu'un me conseille ça, on me l'a fait. Hein. Je dis mais non merci. C'est mon truc, l'IA, c'est mon truc, ma newsletter. Je vais pas la faire écrire par l'IA. Ça m'intéresse pas. Donc c'est ce qu'on aime faire. On va continuer à le faire. Et puis par contre, qu'est-ce qu'on peut déléguer qui nous pèse plus, quoi. Enfin, toi, j'ai une préparation de formation. Je pense que ça m'aurait pris 10 jours il y a 3 ans. Et là, ça m'a pris 2 jours, quoi. Parce que voilà, on a collaboré ensemble. Donc c'est être vraiment attentif à ce qui se passe, à l'actualité et aux besoins. Parce que tu vas pas vendre quelque chose où il n'y a pas de besoin. C'est ça. On s'est formé quasiment en même temps à l'IA. C'était assez drôle d'ailleurs de s'en rendre compte. Et bah, moi, j'ai la même approche que toi, c'est-à-dire que l'IA, pour moi, c'est stratégique aujourd'hui pour un solopreneur. Mm. Parce que, comme tu dis, il y a plein de gens, moi j'en vois plein, hein, qui n'arrivent pas à vivre de leur activité. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a le rejet de la vente. J'ai écrit un bouquin là-dessus et je ne vais pas en faire des tonnes sur cet épisode, mais ça fait partie du truc. Mm. Si tu n'arrives pas à vendre, bah, comme tu disais, tu peux pas en vivre. Mm. Faut qu'il y ait quelqu'un pour acheter, mais il faut que toi aussi tu sois dans une démarche où tu es prêt à vendre et que tu sois, comment dire, en paix avec l'idée de vendre par rapport à tes valeurs et par rapport à ton éthique. Et il y a aussi la productivité. Comment tu fais pour rester visible dans un monde où il y a de plus en plus de contenu? Mm. Ben, en fait, tout seul, c'est quasi impossible. Et tout le monde n'a pas les moyens de payer des freelances pour faire les choses à sa place. Donc, c'est quoi la solution? C'est d'avoir un assistant IA Mm. qui va te coûter, tu l'as très bien dit pendant le sommet, la réponse est en toi, Mm. qui va te coûter 20 $ par mois Mm. et qui fait le boulot d'une ou deux personnes. Mm. Le tout, c'est d'apprendre à bien s'en servir parce que oui, il peut rédiger tes newsletters, sauf si c'est le truc que tu kiffes le plus dans ton job, tu vois. Mais si tu veux pas qu'il le fasse n'importe comment, cet outil, il y a un minimum de temps à passer pour le configurer. Mm. Et ça, c'est souvent ce qu'on ne voit pas, finalement. C'est ce que moi, je reprocherais à cette société de l'instantanéité. C'est qu'on a l'impression, sur ce qu'on voit sur les réseaux, que tout est instantané, et on voit pas tout le boulot qu'il y a derrière. Ah ouais. Et c'est une fausse image. Enfin, c'est comme les entrepreneurs qui vont dire ouais, tu sais, j'ai tout mis en place. Enfin, même un Donald Trump, hein, en fait, il a eu un peu la cuillère d'argent dans la bouche. Donc, je veux dire, c'est facile de montrer, ah, mais j'ai travaillé, tout ça, je suis un super. Alors qu'en fait, manifestement, il a beaucoup plus planté de boîtes C'est ça. qu'il réussi. Mais c'est l'image, quoi. C'est l'image. Et donc, il y a le côté pas authentique. Et je pense que enfin, du contenu comme le nôtre qui est direct, enfin, qui est vrai, je pense que c'est des choses qui répondent plus à, aux besoins d'aujourd'hui, en fait, parce que ça sert à rien de dire je réussis tout, j'ai jamais eu d'échec. Je pense que on a beaucoup, enfin, en tout cas, personnellement, j'ai beaucoup plus appris à travers mes échecs qu'à travers mes réussites. Bien sûr, je suis contente de mes réussites et j'en suis fière, mais souvent, enfin voilà, c'est le travail, quoi. Enfin, je veux dire, mon prof de latin, il me disait c'est le nombre de kilomètres de latin qui fait que voilà, vous serez à l'aise, quoi. Et c'est vrai pour beaucoup de choses. Enfin, tu vois, je fais un instrument de musique, quand je pratique pas, bah, ça se sent, quoi. J'ai une maman qui est guitariste classique, bon bah, elle joue très bien, mais c'est parce qu'elle joue tous les jours, quoi. C'est pas magique, en fait. Il y a un côté de, en effet, de fidélité, d'engagement, et pas forcément non plus dans les valeurs d'aujourd'hui, et qui pourtant porte vraiment du fruit aussi, quoi. C'est-à-dire que le faire tu sais, faire du piano en 15 minutes, machin. Alors, il y a eu des méthodes aussi qui étaient pas bonnes, hein. Je pense il y a des choses intéressantes à prendre dans ces méthodes actuelles qui sont plus pragmatiques et qui visent juste à directement faire avoir du plaisir aussi. Mais là, tu vois, j'ai un neveu, il a 14 ans, et ma maman savait qu'il voulait une guitare. Ils reviennent juste des États-Unis. Elle a plusieurs guitares, donc elle lui en a amené une. Bah, le gamin, il en a joué tout le temps. C'était vraiment quelque chose qu'il avait envie, tu vois. Et donc, on allait au bord du lac, il l'amenait. Il a même reçu un chapeau d'un monsieur qui était touché de voir ce gamin qui joue de la guitare. Il avait mal aux doigts, il avait des pincements à tous les doigts. Il a dit, mais arrête peut-être un petit peu. Non, 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 il faut que, faut que ma corne se fasse. Et donc, C'est ça. Hein. Moi, j'ai joué de la guitare, je peux te dire que de toute façon, il faut que la corne se fasse.
il continuait à faire. Bon, bah, ça faisait plaisir. J'ai dit à maman: «Bah, là, dis donc, tu as touché en plein dans le mille». Parce qu'il s'y est donné à fond et ça lui bah, tu vois, plutôt que d'être désœuvré à rien faire ou être sur les jeux vidéo, bon, bah, travailler des morceaux, voilà, il a demandé à ce que maman lui fasse les accords des Champs-Élysées, donc elle lui a fait, toi, tu vois? Mais c'était voilà, ça a été des bons moments sympas, mais parce que, tu vois, il y a mis en on est resté à peu près 14 jours et ben, tu vois, au bout d'une semaine déjà, il jouait plein de trucs parce qu'il arrêtait pas de bosser, quoi. Donc, comment est-ce qu'on fait nos gammes? Enfin, c'est ce qu'on tu sais, c'est par rapport au piano, c'est ce qu'on dit, on fait nos gammes, mais ça se fait pas comme ça, quoi. C'est-à-dire que ça en effet, ça demande du travail et le côté, oui, oui, il suffit, il y a qu'à faucon, tit 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 tit, bon, bah, c'est rarement comme ça et à la fois, des Et à trucs la fois, toi, quand sont tu es entrepreneur, tu as la liberté de le faire à ta façon, en rendant ça plus ludique. mmh, Tu parlais de méthode d'apprentissage, donc moi j'ai fait du piano aussi petite, et j'ai eu la chance de tomber sur une méthode où on te mettait les mains sur l'instrument tout de suite, ouais, mais j'ai des amis qui ont commencé par se taper des années de solfège avant, mmh, et moi clairement tu m'aurais fait faire ça, tu me dégoûtais en moins de 6 mois, mmh, c'est clair. ouais, ouais, Peut-être que maintenant j'aurai la patience et la persévérance de me dire, ok, je visualise l'objectif derrière, donc je vais m'accrocher, mmh, mais enfant, clairement pas. mmh, Et je trouve que bah, l'IA fait aussi partie de ces choses qui te permettent d'apprendre de manière ludique mmh, mmh. et de t'améliorer un peu plus vite aussi. Bah, mon frère est très dyslexique. Il peut être un peu, moyen, beaucoup. Mon frère, c'est beaucoup, beaucoup dyslexique. Il a appris à lire à 16 ans, enfin voilà, il a eu son brevet des collèges et pas il a pas été plus loin. Il a le niveau ingénieur parce qu'ils sont très bons les dyslexiques à tout ce qui est 3D, mais il a pas du tout le diplôme, donc des fois c'est problématique, pour trouver du travail, mais pour moi c'est le plus intelligent de la famille, mais de fait il est pas rentré dans les cadres, donc on lui a dit beaucoup qu'il était bête, donc il l'a cru, tu vois? Au niveau confiance en soi, ça a été compliqué longtemps. Maintenant ça va parce que dès qu'il est rentré dans le monde du travail, voilà, il a fait ses preuves, il était persévérant et ça a marché. J'ai perdu mon fil, ça c'est moi et on parlait On de parlait de patience, de persévérance et du fait que l'IA et ben, pouvait lui, rendre l'apprentissage plus ludique et voilà, plus adapté potentiellement. ouais, c'est ça et lui, il est arrivé aux États-Unis, bah, pour un dyslexique, apprendre l'anglais, c'est pas évident. C'est pas une langue, facile. De toute façon, les langues de manière globale, mais notamment l'anglais et en fait, ils sont arrivés aux États-Unis, fuyant la Nouvelle-Calédonie, donc c'était pas au choix et donc lui, il s'est dit: «Bon, bah, j'y vais» et pour le coup, ce qui l'aide, c'est le côté pratique. En fait, il a travaillé beaucoup avec ChatGPT, il a formé ChatGPT, il a pris la version payante et il a dit: «Voilà, forme-moi en fait à» même au niveau français, il a dit: «Bah, j'ai mis des mails à moi pour comprendre, bah, c'est quoi les erreurs que je fais souvent? Est-ce que tu peux m'aider à faire moins d'erreurs?» parce qu'il fait toujours des fautes d'orthographe, même à bientôt 40 ans. C'est-à-dire que ça reste, hein, la dyslexie, ça s'enlève pas et pour l'anglais, il est devenu son prof, particulier en disant: «Bah, tiens compte du fait que je suis dyslexique, donne-moi des» et donc ça permet un apprentissage beaucoup plus fin, voilà, beaucoup plus, ajusté et il y a la tentation de facilité, hein. Enfin, moi, je fais du soutien avec C'est possible, c'est une association qui fait du mentorat, dans les lycées professionnels. Donc la confiance en soi au niveau des lycées pro, voilà, tu es considéré comme le tu as pas été en général, quoi, c'est ça. Donc du coup, tu es nul. Donc c'est pour ça que tu es en pro. Voilà, c'est donc au niveau confiance en soi, autant dire que le niveau, il est bas. Et donc moi, j'avais 2 jeunes filles cette année et en fait, elles faisaient faire leurs devoirs par ChatGPT. Et là, à la dernière séance, comme moi, à chaque fois, mentorat, je suis là pour elles, donc elles m'amènent lorsqu'elles veulent, bah, oui, on a les examens. Alors j'ai dit: «Moi, je vais pas vous dire comme partout ailleurs, n'utilisez pas l'IA. Mais par contre, comment vous pouvez l'utiliser pour que ce soit utile pour vous, quoi?» parce que faire tes devoirs, ChatGPT, oui, il va réussir à faire tes devoirs, hein. Mais par contre, c'est toi, tu vas pas savoir ce qu'il faut faire le jour de l'examen, donc ça va pas t'aider. Donc je leur ai montré Notebook LM pour leur montrer, bah, voilà, il y avait l'histoire du CA bénéfice, donc ça, j'ai fait moi-même, mais après, il y avait l'histoire des gestions de stock. Moi, je suis pas forcément bonne, donc j'ai demandé un cours de son niveau scolaire, de première vente et puis après, bah, fais-moi un truc dans Notebook LM. Donc je lui ai montré, on l'a fait ensemble. Donc elle a choisi le design, très flower power, c'est beaucoup voilà et elle a dit: «Oh, c'est génial!» donc elle a fait une infographie, si tu veux, à partir de gestion de stock pour comprendre ce que c'était et je lui ai dit: «Les devoirs, c'est plutôt lui demander de te faire faire des devoirs». Je lui ai dit: «Voilà mon niveau, ça j'arrive pas à comprendre». Tu peux même prendre la photo de ton exercice en disant: «J'arrive pas à comprendre ça, fais-moi faire des exercices pour comprendre petit à petit» et là, au moins, tu t'entraînes, tu travailles. L'IA t'aide à travailler, t'aide à apprendre et c'est pour le coup, l'IA peut être très bonne là-dessus. Enfin, moi, je trouve ça complètement stupide qu'on veuille empêcher les enfants de s'en servir parce que même à la fac, hein, je leur dis: «Aujourd'hui, on va parler de Voldemort». Ils savent de quoi je parle, hein. «Ah, on va parler de ChatGPT». Oui, c'est ça.
on veut pas vous en parler, mais voilà, vous êtes en licence, en master. Si on vous en parle pas, vous êtes pendant 5 ans, complètement fermé à ça, c'est pas possible. Bon, la moitié sont très ouverts à ça, enfin, en gros, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui sont très résistants aussi, qui veulent pas, ce côté-là, mais je leur dis: «En fait, vous allez être complètement décalés si vous en servez pas, hein». Donc je sais que vos profs disent surtout pas vous l'utiliser, mais en fait, comment est-ce qu'on utilise justement les outils d'aujourd'hui pour avancer? Enfin, ça me paraît, voilà, comme la visio. Je sais que quand j'étais au monastère, j'accompagnais beaucoup par téléphone, quand c'était des gens qui étaient pas là. Et une fois, j'avais vu une américaine qui utilisait Skype, donc je m'étais dit: «Bah, tiens, oui, c'est sympa parce que tu vois la personne et tout», donc j'ai pu une fois l'utiliser. Ça a fait tout un pataquès, c'était la fin du monde, c'était horrible, voilà, et donc je suis repartie vers le téléphone parce que je me suis dit: «J'ai pas envie d'avoir la guerre, à chaque fois que je fais une visio», tu vois? Mais voilà, si tu veux, ça paraît aujourd'hui, et moi, quand je me suis formée au coaching, je me suis dit: «Ce serait bien, j'aimerais bien pouvoir, enfin, faire à distance aussi parce que je trouve ça intéressant d'avoir ce lien-là, qui permet à la personne d'être chez elle, donc dans son intimité, d'être, cocoon aussi, quoi, et puis bon, bah, voilà, je me suis inscrite en septembre 2019, et donc un certain Covid arrivé en mars 2020, m'a donné raison. Mais si tu veux, sur le coup, quand j'en parlais, on me disait: «Non mais ça enlève le lien réel avec la personne, c'est pas possible, machin», voilà, et c'est comment on et au Canada, ça se faisait couramment. Enfin, c'est aussi ça, tu vois? Quand j'ai vécu 2 ans au Canada, les distances sont tellement énormes que tu as quelqu'un qui tu es à Montréal, tu accompagnes quelqu'un qui est à 13 heures de route de chez toi, comment tu fais? Voilà. C'est clair. Je Je partage partage tout tout à à fait fait ta ta vision vision. de ne pas interdire l'IA et tiens, ça va faire un peu de teasing parce que c'est la première fois que j'en parle ici, mais c'est l'objet de mon prochain livre, D'accord. justement, de comment utiliser les technologies Mmh. pour éduquer, enseigner aux enfants. Ouais, d'accord. La Suède a interdit l'utilisation de l'IA, là, il y a pas longtemps, Mmh. dans l'éducation. Moi, je trouve ça dommage, comme toi, parce qu'en fait, ça crée un décalage. Mmh. Nous, ce qu'on a pu vivre aussi, c'est des et c'était pas par rapport à des interdictions, mais il y a quand même eu une fracture numérique quand on était plus jeune, Mmh. entre ceux qui avaient un ordinateur à la maison et ceux qui en avaient pas. Mmh. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui était dans l'informatique, donc d'avoir eu accès à l'ordinateur très tôt Mmh. et d'avoir pu jouer avec, en fait, manipuler et faire tout ce que je voulais, sans qu'il y ait de crainte que je casse quelque chose ou quoi que ce soit. Et en fait, ça m'a servi toute ma vie. Ça m'a servi dans mes études, Mmh. ne serait-ce que pour des trucs tout bêtes, c'est parce que je savais taper vite. Mmh. Donc faire les rapports de stage, rédiger les comptes rendus de TP, bah, ça allait hyper vite pour moi. Mmh. Et donc je te parle d'une époque où il y avait pas encore internet. Ouais, Mais ça m'a servi toute ma vie d'être à l'aise avec l'informatique. ouais. Alors pourquoi est-ce qu'on mettrait un handicap comme ça à des gamins en disant: «Bah non, toi, tu as pas le droit de te servir de ça»? Mmh. D'une part, on va les ralentir par rapport aux autres. D'autre part, on diabolise le truc, donc on leur apprend pas à s'en servir correctement, comme tu viens de le décrire. Et en plus tu interdis quelque chose, plus on a envie d'y aller. Mais on va y aller n'importe comment. Donc je trouve ça dommage. Puis il y aura une fracture entre, en fait, ceux qui, à la maison, pourront l'utiliser, et parce qu'il faut pas se leurrer. Enfin, voilà, ceux qui ont les moyens, ils vont le faire, et puis ceux qui, vont rester dans le côté dogme, «Non, non, c'est mauvais l'IA, et donc on l'utilise pas», quoi, donc ça va augmenter la fracture numérique aussi, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ça, quoi. C'est pas Je pense que c'est bien d'essayer d'apprendre à s'en servir, de réfléchir, et pour moi, c'est ça, et là, ils ont instauré, nous, 1 heure et demie pendant tout le cycle de l'école primaire, 1 heure et demie pendant tout le cycle du collège, d'enseignement, enfin de savoir utiliser l'IA. Tu imagines? Le peu que c'est? C'est déjà ça, Ouais. hein, mais c'est absolument ridicule par rapport aux besoins, quoi, et comme disait, enfin, quelqu'un avec qui j'en parlais, et en plus qui va transmettre ça, quoi? Parce que si c'est ceux qui l'utilisent pas ou qui, voilà, qui le jugent, ça va pas le faire. C'est ça. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit: «Ouais, fais attention quand même avec l'IA, tu pas peur de plus savoir réfléchir par toi-même?» Non. Et qui me dit: «Bah, moi, je m'intéresse de près à ça». Ouais, mais en fait, tu t'en sers pas. Mmh. Donc comment, t'intéresser à quelque chose? Pour moi, si tu veux pouvoir combattre, l'aspect négatif de quelque chose, si tant est qu'il y en ait un, mais je veux bien croire qu'il y en ait un avec l'IA, hein, je suis pas en train de dire le contraire, Mmh. faut connaître de quoi tu parles. Mmh. C'est l'avoir utilisé toi-même.
Ah oui, il y a un risque de devenir feignant. Mmh. Et il y a un risque de, finalement, sous-traiter, déléguer ta pensée Mmh. plutôt que de déléguer la mise en application de ta pensée. Mmh. Et c'est là notre rôle à nous, Mmh. d'apprendre aux nouvelles générations qui sont nées avec ça, Ouais. que en fait, avant de déléguer, il y a une étape qui est de concevoir par toi-même, Mmh. qui est importante pour pas devenir simplement un individu manipulable facilement parce que tout ce qu'on va te dire, tu vas le gober. Ouais. Et là, je pense que c'est là notre, force, enfin, c'est là notre mais on a dit la même chose, tu vois, au moment d'internet. Je me souviens très bien que, je veux dire, moi, mes exposés à l'époque, on les faisait, à la bibliothèque avec l'encyclopédie, ou le dictionnaire à la maison. Donc c'était comme ça qu'on faisait nos exposés. Donc c'est sûr que c'était beaucoup plus moche que ce qu'on peut faire en 2 secondes avec l'IA, mais pour le coup, on le faisait nous-mêmes, on réfléchissait à ce qu'on faisait. Et du coup, après quand arrivé internet, c'est pareil, on a dit: «C'est pour les feignants, nin on a tout accès directement. Bah oui, mais Wikipédia, on peut beaucoup critiquer, mais c'est quand même, ça permet d'avoir un savoir universel qui est accessible. Je suis passée là chez monsieur Voltaire à Ferney-Voltaire. Bon, bah, tout ce qu'ils ont fait avec l'encyclopédie, c'était dans le même but de transmettre en fait, de casser notamment les fonctionnements des corporations qui étaient très, fermés, hermétiques entre elles, et de le permettre d'avoir que tout le monde puisse avoir ce savoir-là. Et je pense que Internet a fait ce travail-là, et ChatGPT le fait, enfin les IA génératives, les LLM le font de manière encore plus importante. Donc et il y a pas que ça. Enfin voilà, donc c'est dommage de rester, décalé par rapport à son époque, quoi. Enfin voilà, heu, je pense qu'il y a quelque chose à savoir d'écouter le temps dans lequel on vit, et ni de se positionner à fond. Enfin, j'ai lu un bouquin qui s'appelle «Renaissance» là de Zach Kass qui a travaillé pour OpenAI. Bon, c'est une vision, très, très naïve quelque part de l'histoire, où on n'est que dans le progrès, tu vois? Il y a un côté c'est très hegelien comme vision, c'est-à-dire que ça va être forcément formidable. Moi, je partage pas cette vision naïve, même si voilà, lui a fait des études d'histoire, moi aussi, mais je pense que c'est très américain comme manière de voir les choses. Je pense qu'il y a de la lucidité à avoir, mais c'est justement comment on y réfléchit, et on le pense ensemble et on construit ensemble, et les questions qu'il pose sont intéressantes. Enfin, il pose des briques qui sont intéressantes sur le fait de: «Mais qu'est-ce que je délègue justement?» Et ça, c'est vrai, tu vois? C'est-à-dire que si tu délègues ta pensée, tu vois, on commence à avoir des phrases, c'est ChatGPT daddy, tu sais? Ouais. Ouais. C'est des statistiques, hein, donc réfléchis par toi-même. Enfin, là, il y a eu des posts, hein, tu as dû voir passer ça sur les élections, et donc les gens demandent, et donc il y a pour qui voter, et puis on te dit pour qui voter, donc et statistiquement, bah, il y a des personnes qui peuvent passer, donc on va encourager pour voter pour ces personnes-là. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Voilà, no comment un petit peu. J'aimerais mieux pas, Voilà, hein. voilà, donc C'est moi, mon combat, c'est vraiment ça, c'est comment tu cultives ton esprit critique et finalement, c'est quelque chose qui est universel, qui n'a pas besoin d'attendre que l'IA soit là dans toutes les maisons pour être une question à se poser. C'est comment on cultive l'esprit critique en tant qu'adulte, en tant qu'enfant. Et ça touche toutes les générations. Parce qu'en fait, on voit bien le danger pour les enfants, mmh, mais moi, je le vois aussi chez des personnes plus âgées que moi, donc une génération au-dessus, mmh, qui sont donc soit dans le rejet total et l'ignorance de ce qui se passe en termes d'IA, certes, ou qui sont complètement euh, paumé. hypnotisés par ça et qui ont découvert que tu avais Gemini sur ton téléphone Samsung et que tu peux lui demander plein de trucs et qu'en plus il te répond en parlant et ça y est, c'est ton nouvel ami. Et Mmh, s'il l'a dit, c'est que c'est vrai. mmh. Ok, est-ce que tu te poses 2 secondes pour décider est-ce que ce qu'il me dit est vrai ou pas? Il n'y a pas de vérité en fait avec l'IA, c'est juste une probabilité. Mais même chose avec les réseaux sociaux. Oui. J'ai vu la même chose avant. C'est ah bah c'est vrai, je l'ai vu sur Facebook. Mmh, Il n'y a rien qui prouve que c'est vrai. N'importe qui peut dire n'importe quoi. mmh, Tu vois? Et ouais, ça, c'est quand même, je trouve, le plus gros danger mmh. de toutes ces technologies. Et je mettrais tout dans le même sac là pour le Oui, coup. oui. Oui, oui, non, je suis bien d'accord, et je pense que de fait, il y a quand même enfin, je disais à des jeunes que j'ai eus en 3e année de licence, là, cette année, parce qu'on parlait d'IA, et vous êtes peut-être la dernière génération à avoir complètement appris à penser, forcément, tu vois, avant quoi, avoir déjà eu ça avant, et d'apprendre à réfléchir par soi-même, quoi. Parce que maintenant c'est vrai que c'est facile. Tu parles, on te répond, tu as ta réponse, mais où tu as pas forcément fait ce cheminement de réfléchir à: «Qu'est-ce que je veux vraiment?»
et de prendre de la distance par rapport à la réponse qui est faite. Parce que pour prendre de la distance, il faut en avoir, conscience. Enfin, tu vois? Moi, je faisais un article là sur l'hystérie l'autre fois. Il se trouve que j'ai fait des études d'histoire et donc je sais que c'est pas du tout, juste monsieur Freud, l'hystérie, c'est beaucoup plus ancien, c'est les Grecs anciens. Et donc j'ai été chercher pour avoir la réponse qui correspondait à ce que je savais, existait. Mais donc si j'étais restée sur sa réponse, bah, en fait, quelqu'un qui ne le savait pas aurait pu dire: «Ah bah oui, c'est bon». Donc ça a commencé à Freud, tout va bien, quoi. Et moi, j'ai dit: «Non, c'est chez les Grecs anciens, notamment chez tel auteur, ta 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 ta». Et donc et puis j'ai été chercher Perplexity qui est plus futé que ChatGPT sur ces questions un peu pointues, quoi, tu vois? Mais donc il faut en effet, savoir que, bah, telle IA est meilleure pour ça, que tu as déjà une idée de ce que tu veux et ensuite, bah, peut-être, la forme, je préfère ce ChatGPT parce qu'il connaît bien comment j'écris, donc je le remets de l'autre côté pour que ça ait la forme que je veuille. Mais ça demande du travail, c'est pas comme ça, quoi. Si tu restes sur la première réponse, bah, tu vas pas avoir, quelque chose de fin, quoi. C'est ça. Et tu vois, moi j'aime bien cette comparaison de dire c'est un peu comme si tu montes dans ta voiture, tu mets le GPS et tu t'interdis complètement de décider par toi-même. Tu sais, on sait tous que des fois le GPS, il dit des grosses conneries. Hein. Et donc, dans ce cas, tu serais au volant, le Mmh. GPS te dit de prendre le sens interdit, tu prends le sens interdit parce que le GPS te l'a dit. Ouais. Ben non, tu le fais pas. Mmh. Et pourtant, il y a plein de gens qui le font avec l'IA. Mmh. Moi, j'ai entendu des choses incroyables. C'est ah bah l'IA m'a dit de faire ça, donc je l'ai fait. Ouais, et s'il dit de sauter par la fenêtre, tu vas le faire aussi. Enfin, Ouais. arrêtez quoi. Mmh. Oui, et là, je pense qu'en effet, il y a cette distance qui est parce que c'était déjà vrai avec le réseau social où enfin, je me souviens d'un groupe de jeunes que j'accompagnais qui faisait de la louange et puis normalement, on se voit pas après Compli, mais là, SOS juste avant Compli, le groupe me dit: «Il faudrait qu'on se parle, avec toi, ça va pas, il y a de grosses tensions et tout ça». Et en fait, leur groupe, Facebook servait à faire du passage à l'acte. Parce que c'était ça, tu vois? C'est l'immédiateté, je pense à un truc, je le dis, puis je balance, je balance, je balance et donc c'était du ping-pong, quoi, et c'était vachement violent, en fait, tu vois? Donc pour un groupe de louanges chrétiens, c'était voilà. Donc j'ai demandé à Mère Prieur, parce qu'ils partaient le lendemain matin, j'ai dit à Mère Prieur: «Est-ce que je peux les voir?» Ils me demandent de les voir après Complis, c'est pas habituel, mais là, ils sont vraiment en crise, est-ce que je peux les voir? Ils partaient le lendemain. Donc Mère Prieur me permet et donc on a pris le temps de réfléchir, mais c'est quoi l'objectif, en fait, quand vous communiquez entre vous? Est-ce que vous réfléchissez 2 secondes ou est-ce que vous êtes seulement dans la réaction à ce que l'autre dit? Donc on s'est donné des petites règles comme ça, pour justement apprendre à communiquer, mais en réfléchissant 2 secondes, en prenant un petit pas de recul et pas juste en étant dans la réaction, quoi. Et donc l'IA, ça peut pousser, tu vois, au paroxysme à ça parce que tu as des réponses. Tu vois, internet, quand tu cherches dessus, bah, tu peux chercher longtemps. Là, l'IA, tu as quelque chose de quasi immédiat, donc ça peut être très, satisfaisant, très voilà, parce que tu as: «Ah, c'est super, j'ai une réponse directe», mais en fait, ça empêche d'avoir ce step back de dire voilà. Et tu vois, les réseaux sociaux, c'était un peu ça au niveau communication aussi, où je dis direct ce que je pense, je fais des passages à l'acte tout le temps, en fait, sans réfléchir à, c'est quoi l'objectif de la communication, comment l'autre peut le prendre, est-ce que je tiens compte, j'ai un point de vue, d'accord, mais est-ce que je tiens compte que l'autre a le droit d'avoir aussi son point de vue et que c'est OK? Et du coup, on n'est plus seulement dans le passage à l'acte continuel, mais dans la relation, quoi. Heu, Ouais, on vit une époque intéressante, oui, tout à fait, tout à fait. Passionnant. avec pas mal de challenges. Écoute, il va bientôt être temps de mettre fin à cette interview, Oui. malheureusement, mais bon. Euh, Si tu devais donner un seul conseil Conseil à à un solopreneur, ce serait lequel? Alors c'est un peu celui que j'ai donné lors de ton sommet, mais vraiment de s'entourer en fait, pas rester seul. S'entourer alors soit comme je l'ai dit, c'est-à-dire soit avec d'autres entrepreneurs, qui sont pas forcément avec le même profil que toi, comme on l'a dit tout à l'heure, qui permettent d'avoir un regard extérieur qui va te compléter. Donc quand on est les mêmes, ben, on va se soutenir et c'est bien aussi, hein. Je suis pas contre avoir des gens qui sont, comme toi, mais tu recevras aussi d'autres choses intéressantes de gens qui sont différents de toi. Et puis, de fait, je pense que si tu veux te mettre à l'IA, y vas-y en réfléchissant, mais c'est un vrai soutien, pour gagner du temps parce que c'est une donnée qui nous manque parfois, le temps, et l'IA est assez dingue là-dessus, pour nous faire gagner du temps. Je confirme. Moi, je trouve ça extraordinaire pour ça. Mmh. Mais j'ai passé du temps à tout bien configurer, à bien comprendre comment ça fonctionne, etc. Mmh. C'est quoi ton actu?
Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, un endroit où on peut te retrouver prochainement, un événement ou quoi que ce soit? Alors, oui, alors je lance, en lien, je lance, bah, peut-être que je t'interviewerai dessus, une chaîne YouTube que pour l'instant je veux pas forcément lancer sur Ocha, mais vraiment sur YouTube seulement, sur, l'IA pour les humains. Heu, pour justement avoir cette réflexion, sur l'IA, soit faire comme sur mon podcast, des épisodes solo ou des épisodes où j'interviewe des personnes, pour justement avoir cette réflexion sur l'IA, qui est pour les humains. Enfin, tu vois? Bon, c'est un écho de le sabbat est pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat. C'est-à-dire que on peut voilà, l'IA peut se servir de nous aussi, donc comment est-ce qu'on y réfléchit pour que ce soit vraiment pour nous et pas à notre détriment, quoi. Super intéressant. J'ai Voilà. hâte de découvrir ça. Et mis à part cette chaîne YouTube, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut discuter avec Alors, toi? mon mail, c'est cécile@coach-plus-de-vie.com, mon téléphone plutôt par WhatsApp 07 86 45 16 25 et j'ai 2 sites internet, coach-plus-de-vie.com qui est mon historique et sur l'IA, c'est cecilelazare.com. J'ai un deuxième site internet, et j'ai un podcast aussi, donc tu pourras mettre le lien si tu veux, c'est Plus de vie, on est toujours dans la même dynamique de la vie. C'est je reste fidèle à moi-même. C'est la cohérence, j'aime bien. Voilà. Bah, merci en tout cas beaucoup Cécile, hein, pour ton interview. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. C'était super riche. Il y a beaucoup de valeur pour les auditeurs et auditrices. Et je pense que ton histoire va inspirer beaucoup de monde. En tout cas, mettez des commentaires sous la vidéo ou sur le groupe Empowercast si il y a des choses qui vous ont parlé. Et puis si vous voulez avoir plus d'interaction avec Cécile, bah, allez discuter avec elle. Ça vaut le coup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Cécile. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. Si tu veux apprendre toi aussi à reconnaître tes forces et si tu veux avoir l'occasion de te poser quelques minutes pour faire cet exercice, je te propose un guide gratuit à télécharger. Le lien est en description et dans les notes du podcast. Je te retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode et d'ici là, n'oublie pas, keep shining. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Depuis début 2023, j'accompagne des entrepreneurs, coachs et dirigeants qui refusent de choisir entre réussite et authenticité, entre bien-être et performance. Si toi aussi tu ressens cet appel à te créer ce que j'appelle une vie triple R, qui te ressemble, te ressource et te respecte, alors rejoins ma communauté. Inscris-toi à l'Empower Mail, ma newsletter hebdomadaire. Chaque semaine, tu recevras des stratégies concrètes, des outils exclusifs et des réflexions pour réveiller ton pouvoir intérieur et enfin reprendre le lead sur ton entreprise et ta vie. Tu trouveras le lien en description. J'ai hâte de poursuivre ce voyage avec toi.